Salut camarades. Bon, déjà, bien sûr, vu la dernière vidéo, on pourrait croire que j'ai déjà craqué et cédé à l'appel du boulot, mais ça n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Déjà, je n'eus pas pu partir sans vous remercier profondément du fond du cœur pour votre gentillesse et votre bienveillance à mon égard depuis la parution de ladite vidéo. Ça me touche vraiment beaucoup, donc merci. Ensuite, à lire vos commentaires, je me suis rendu compte que quelque chose me gênait. Non pas dans ce qui y est dit, mais dans ce qu'il renvoie du message que j'ai voulu faire passer. Et rien de pire pour un vulgarisateur obsessionnel que l'impression de n'avoir pas été clair. Je crois que je me suis un petit peu planté, en fait, sur le contenu de cette vidéo. Ainsi donc, j'aimerais non seulement revenir brièvement dessus, ne serait-ce que parce que ma propre réflexion-introspection évolue, mais aussi faire cette vidéo que j'annonçais dans la vidéo sur le travail de vidéaste, la transmission historique, l'implication politique que cela a et mon rapport à chacune de ces choses. Déjà parce que ça me tient à cœur, et que depuis des années, des bribes de réflexion me viennent sur tous ces sujets, qui me semble enfin possible de réunir avec cohérence, là où autrefois tout ça me paraissait décousu. Aujourd'hui, tout cet ensemble me paraît plus clair et pertinent, notamment à dire ici. De même, ma fatigue de ces dernières années m'a fait prendre conscience, quand j'ai explosé en vol, je réfute le terme burn-out parce que, déjà je ne l'ai pas dit, ensuite il se concentre trop sur le travail et il implique une forme de dépression, que je ne vis pas du tout. Bref, ça m'a fait prendre conscience que j'avais autant assez de bosser historiquement que de militer politiquement, parce que ça me demandait 2 fois plus d'énergie, parfois de manière un peu vaine, alors que c'était la même chose, poussé par les mêmes valeurs. A l'inverse, en les réunissant, c'était beaucoup moins épuisant, mais surtout beaucoup plus pertinent, et beaucoup plus efficace. Et historiquement, et politiquement. Vous allez voir. De fait, ne vous inquiétez pas, ça n'implique pas que lorsque je reviendrai de cette pause que je veux faire, pour réfléchir à tout ça, pour me retrouver seul face à moi-même et voir ce qu'il en sort, eh bien, ma politisation ne transpirera pas dans mon travail quand je reviendrai, ou alors pas plus qu'elle ne le fait aujourd'hui et ces dernières années. De fait, tout était déjà là, à se côtoyer depuis des années, sans que ma politisation n'ait influé sur le sérieux et la rigueur de mes vidéos, alors qu'à l'inverse, je reconnaissais très spontanément l'énorme utilité de ma rigueur méthodologique et de mes connaissances historiques dans le domaine politique. Maintenant, je reconnais les deux, tout simplement. Ainsi, je les assemble aujourd'hui comme des pièces de puzzle emboîtables, mais qu'on a passé des plombes à tourner en tous sens avant de trouver comment elles s'emboîtent, doutant même jusqu'alors que c'était possible. Je me sens donc simplement moins éclaté, moins fragmenté qu'avant, et plus entier, plus cohérent, plus pertinent que jamais. Ce qui est très nouveau comme sensation, et ça ressemble donc pas vraiment à un burn-out. Et tout ça notamment parce que vu l'état dans lequel je suis, et vu les retours que vous me faites de mon travail, et de ce que vous percevez de moi au-delà du travail, je prends conscience de ma légitimité à parler de ces sujets, et pas simplement de moments précis d'histoire. Qui plus est, j'ai l'intuition, et Dieu sait que je fonctionne à l'intuition et que j'ai très souvent eu raison de le faire par le passé, eh bien, j'ai l'intuition qu'il est important que je le fasse avant de prendre quelque forme de retraite provisoire que ce soit. Déjà donc, rassurez-vous, je vais très bien. Alors peut-être pas physiquement, peut-être pas mentalement, c'est sûr, je suis épuisé, mais psychiquement, moralement, consciemment, je vais excessivement bien. Je pourrais pas aller mieux. Et précisément parce que j'ai atteint, je pense, les pires tréfonds depuis même des années sans doute, et que du coup, mon état actuel n'est jamais qu'une forme de dernier coup de pied au fond de l'eau pour remonter à la surface, ou plutôt monter, puisqu'en fait j'avais encore jamais fait ça. J'avais encore jamais crevé la surface, et j'ai l'impression de le faire. Ce qui s'annonce déjà pas si mal que ça au vu de ce que je viens de vous dire. Donc vraiment, ça va bien. Du reste, pour bien amener mon propos, je dois être transparent. Je n'ai jamais eu confiance en moi, ni d'amour-propre, au sens premier, d'amour de moi. J'avais l'intuition, ténue mais tenace, que j'étais quelqu'un de bien et de capable, mais impossible de m'en convaincre totalement. Aussi parce que j'ai fait, comme chacun, pas mal d'erreurs, et du mal autour de moi. J'en profite d'ailleurs pour présenter mes excuses à ceux que j'ai pu ainsi blesser. Bref, de la même manière, je comprenais encore moins qu'on puisse m'aimer ou me faire confiance du coup. Et je suis pas en train de jouer des violons, vous allez voir, ça va faire sens ensuite. Résultat, j'ai cherché à faire mes preuves, tout le temps, pour mériter ça, pour m'en convaincre, pour expier aussi, travaillant d'arrache-pied, me rendant présent pour autrui, vivant donc à travers le regard des autres pour que le mien, sur moi-même, soit plus doux. Plutôt donc que de consolider en réglant mes vieux problèmes, ma colonne vertébrale, on va dire, interne et naturelle, de confiance en moi, d'identité, etc., j'ai donc créé une forme d'exosquelette pour pallier à ça. Mais même si ça paraissait casse-gueule, et que je ne le conseille à personne, ça et d'autres choses, comme justement vos retours, le miroir qu'ils me renvoyaient, m'ont de fait permis de vous parler aujourd'hui en toute franchise et en toute légitimité, donc j'ai pas de regrets, aucun. Notamment parce que ce doute de moi, c'est ce qui m'a poussé à travailler si bien, et qui fait que vous estimez mon travail et ma parole aujourd'hui. Initialement, si je me suis lancé dans des vidéos aussi détaillées, c'était pour être irréprochable, pour qu'aucun commentaire ne puisse me tomber dessus et dire que j'avais dit de la merde. Passion, doute, humilité, peur, culpabilité, obsession, rigueur, discipline, curieux et pernicieux mélange, mais dont je ne regrette pas les fruits, du coup. À ça s'ajoutent 2 choses, qui peuvent paraître contradictoires avec le reste.
J'ai toujours voulu tout déployer pour être libre et le plus intègre possible, même si encore une fois j'ai aussi fait des erreurs. Parce que j'ai été élevé comme ça, par une famille de gens plutôt droits, je l'estime, notamment par une sœur formidable, que l'on surnomme l'incorruptible en hommage à sa passion pour Robespierre et le fait qu'elle est elle-même, mais aussi parce que je suis depuis toujours irrévérencieux, idéaliste, rêveur, naïf, crédule, obstiné, revêche, fidèle à mes envies et passions d'enfant. Autant de traits de caractère que je ne considère ni comme des faiblesses, ni comme des défauts. Je les revendique, au contraire. Bref, j'avais envie de vivre comme je l'entendais, quitte à lutter contre la terre entière pour prouver que j'avais raison, et que je ferais ce que je voulais. Je sais, ça paraît pas cohérent avec le manque de confiance et d'amour-propre, mais j'ai jamais dit que j'étais un garçon cohérent. Ce qui fait aussi que les quelques très rares commentaires, bon, encore une fois, vous m'avez toutes et tous profondément ému, et je vous remercie infiniment, mais oui, il y a côté verre à moitié vide, il y a quand même 2-3 commentaires, il y en a un qui était en mode « Oui, ça va, la vie de youtubeur c'est indécent, nous on bosse comme des chiens et lui il prend des pauses ». Bah ouais, mon petit pote, mais mes conditions de travail et les libertés que je peux donc prendre par rapport à celles-ci, je les ai construites, et je me suis battu pour, le tout toujours avec éthique. Le travail, c'est pas une valeur, c'est pas quelque chose qui vous émancipe, jamais. Je veux dire, ce sont les nazis qui disaient que le travail rendait libre, par la plus grande ironie et la plus grande horreur possible, donc non. Bref, comme le disait le pirate Daniel McCarthy et ses hommes conduits vers l'échafaud, la vie de pirate est la seule digne d'un homme d'esprit. Ainsi, le milieu du théâtre m'ayant dégoûté de ses courtisaneries, de la monstruosité de ses égos et de sa recherche de rentabilité et de consensualité au détriment de l'art, je me suis dit que j'allais faire voguer ma petite barque plus loin, vers des horizons plus libres. Et YouTube, dans les libertés qu'elle offrait alors, en 2015, me semblait être de loin une nouvelle république pirate digne de celle de Nassau à la grande époque, où de nombreux passionnés, de tous horizons, désireux d'être libres d'évoquer leur passion comme ils l'entendaient, se rassemblaient alors, depuis un peu plus d'1 an, pour créer la vulgarisation YouTube française. Bon, il s'est vite avéré que faute de pirates, j'ai surtout trouvé des flibustiers, au mieux, ayant légitimement besoin d'argent, mais gardant l'esprit suffisamment libre et indiscipliné tout de même, des corsaires, bons passionnés aussi, mais ayant quand même accepté le joug royal, disons, et au pire, on va dire des capitaines de la marine royale. J'ai trouvé un curieux boucanier aussi, ni pirate, ni corsaire, ni marin, ni flibustier, avec un format bien à part des autres chaînes de Vulga, une passion sans tache, une belle finesse d'esprit et un humour remarquable, à qui je dois beaucoup, car sans lui vous n'auriez sans doute jamais entendu parler de la chaîne, Confession d'Histoire, que je salue bien bas. Et puis j'ai trouvé quelques pirates quand même, mais enfin peu, ce qui m'a honnêtement déçu, mais ça fait longtemps que j'ai fait mon deuil. À tout le moins puis-je saluer de mon pavillon au loin la vaillante embarcation d'Estonie, que je n'ai jamais croisée qu'une fois dans ma vie dans un taxi, sans avoir le temps de trop discuter, et avec qui j'échange de temps en temps par mail, et bien sûr, sur le champ, le Montaigne dont je serai la Boétie, ou l'inverse, qu'importe de savoir lequel de nous deux a écrit que sur le plus haut trône du monde on n'est jamais assis que sur son cul, et lequel que les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, l'esprit reste le même, en action politique comme en rigueur historique. Et si je fais la comparaison, c'est évidemment pas pour comparer nos œuvres ou leurs, ça n'a pas de sens, mais c'est pour comparer l'amitié qu'on partage, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et bref, de même qu'au début les pirates de l'âge d'or cultivaient leur liberté nouvelle sans trop d'entraves, et avec beaucoup de légèreté et d'humour, prélevant sur leur prise uniquement ce dont ils avaient besoin ou ce qui leur faisait plaisir, j'ai bien profité, créant de toutes pièces mon rapport à ce nouveau métier alors en construction. Mais vous connaissez la suite de l'histoire. L'étau s'est resserré progressivement, compliquant la tâche des pirates, massacrant ceux-ci, pendant à tour de bras, et forçant ces derniers à se faire eux-mêmes sanguinaires, puisque désormais acculés. Et bien pareil dans la vulgarisation. YouTube déjà, bien sûr, resserre les filets, complique la tâche, force à monétiser à notre place, ou même dans notre dos, force à produire plus vite, plus souvent, plus court, invisibilise les autres types de contenus, nous forçant d'une certaine manière à l'exil dans les limbes des serveurs si on ne se conforme pas, met en place d'obscurs et sibyllins systèmes de réclamation, qui si jamais le créateur visé se trompe, se croyant dans son bon droit, fait payer cher à celui-ci son erreur, nous poussant parfois à éviter de contester, dans le doute, tout simplement. Sans oublier cette foutue pudibonderie américaine. Quoi de plus normal en même temps? C'est Google. Et depuis des années, comme me le rappelait Jean de Boissaison, que vous connaissez pour son travail chez Nota Bene, ils hébergent gratuitement toutes nos vidéos depuis des décennies, sans rien demander ou presque. Bien sûr que le piège se referme, maintenant que nous sommes là, que nous en vivons, et que nous ne pouvons que difficilement reculer. Je trouve d'ailleurs une partie de mes collègues bien candides de penser que YouTube va continuer longtemps à voir passer toute leur grasse sponsorisation sans demander sa part. Une fois de plus, cette forme de pub, c'est eux qui l'hébergent, sans en voir un centime. C'est Google, c'est pas une AMAP. Mais si, avec YouTube. Non, parce qu'en vérité, c'est pas ce qui me dérange le plus. De même que les pirates privilégiaient les petites embarcations pour mieux se dissimuler le long des côtes, ou celles avec peu de fond afin de pouvoir passer là où les navires de plus gros tonnage ne le pouvaient pas, notre chaîne, à vous et moi, est trop petite pour attirer vraiment l'attention. Et si jamais, d'ailleurs, parce qu'il va venir dans cette vidéo, je l'attire,
J'assume pleinement, je vais beaucoup le répéter, mais je n'ai pas tout fait pour être libre, pour me censurer tout seul ensuite. Non, c'est le reste qui me dérange plus. Comme je m'amuse à le dire ces derniers temps, ça devient si galère de faire ce métier, entre les restrictions, les droits d'auteur, etc., que chaque création de vidéo devient une partie de Twister de plus en plus acrobatique. Car ne vous méprenez pas, hein, faire aujourd'hui une vidéo d'histoire, pour ne parler que de ce que je connais, implique nécessairement des procédés illégaux. C'est ça aussi la piraterie. Les logiciels, j'ai versé mois après mois plus de 4600 balles à Adobe, quand je rappelle, du haut de mon âge canonique, que quand j'étais jeune, on payait un logiciel cher, mais une fois, après quoi on l'avait à vie. Et quand j'ai eu le moindre problème avec les dits logiciels, je n'ai pas reçu une seule aide valable de la part d'Adobe. Pas une seule, ils s'en foutent, ils ont un quasi-monopole, ils te font raquer. On est content de payer une licence pour ça. Tous les gens qui utilisent les logiciels Adobe vous le diront, c'est infernal. Trouvez les articles, mémoires, thèses universitaires. Les sites de PDF gratuits sont de plus en plus traqués et fermés, nécessitant moult VPN et autres navigateurs Tor. Les sites universitaires nécessitent des identifiants en interdisant l'accès aux non-initiés, tandis que les ouvrages authentiques coûtent des fortunes, les éditeurs universitaires s'en mettant mais alors plein les fouilles sur le dos des universitaires eux-mêmes. Même ces universitaires en question n'ont souvent pas les moyens de se les procurer légalement pour écrire leurs propres ouvrages. Les tableaux, ou enluminures vieilles de plusieurs siècles, patrimoine de l'humanité s'il en est, j'ai pas les droits, je devrais les payer. Non au moine qui les a faites, bien sûr, et qui en a tout le crédit, mais à celui qui a scanné ces enluminures. Lire des sources médiévales en entier en vidéo, qui ont été écrites il y a plusieurs siècles déjà, j'ai pas les droits non plus, il faut les payer au traducteur. N'importe quel connard peut payer un jeu 60 balles et en diffuser l'intégralité des images en 4K sur Twitch et gagner sa vie, mais lisez en vidéo un chapitre entier du récit de voyage d'un moine mort il y a 750 ans et vous pourrez vous faire défoncer. Après, bien sûr, vous pouvez me tomber dessus, les jeunes, toujours à se plaindre, les gauchistes, idéalistes, n'aiment pas le travail et trouvent pas normal de payer pour avoir accès au labeur de quelqu'un d'autre, nanana. Bah déjà non, la culture, le savoir, ça se partage, ça se diffuse pour le bien du plus grand nombre, on ne capitalise pas dessus, sans quoi on élitise le savoir, et rien ne peut arriver de pire à une société, rien. Mais d'accord, soit, prêtons-nous à l'exercice. Bien sûr qu'on peut faire tout ça légalement, les logiciels, les droits des images, les machins, les trucs, etc. Mais dans ce cas-là, c'est pas le même budget, du tout. On passe en un clin d'œil à des dizaines de milliers d'euros, au bas mot, ne serait-ce que vu le nombre d'illustrations que j'utilise, par exemple. Et dès lors, vous n'aurez pas accès gratuitement au contenu. Faudra raquer, par exemple sur une plateforme VOD où tout est bien encadré, bien fait, etc. D'accord. Mais où il y aura un contrôle sur le contenu, sur la forme, le vocabulaire, la durée, etc. Je laisse ça à la marine royale et aux adorateurs de l'argent roi. C'est pas mon trip. Car je tiens, et j'ai toujours eu ça à cœur, à diffuser ça gratuitement et librement, sans contrainte, sans censure, sans imposer de publicité à qui que ce soit, qu'il s'agisse d'une sponsorisation ou de la monétisation, sans goodies faits à l'autre bout du monde et qui finiront dans des placards, et en ne recevant que vos dons, sans contrepartie, si ce n'est celle-là, ce que vous pouvez me donner, contre ce que je peux vous donner. C'est tout. Bref, je ne crois pas que mon taf s'apparente à du grand banditisme ou à de l'escroquerie en bande organisée, je pense même qu'il peut avoir un certain sens dans la société, je ne fais même pas de profit, il m'arrive souvent de travailler à perte, par passion et par principe. Pourtant, je n'ai d'autre choix que d'avoir recours à des procédés illégaux, et de plus en plus, pour faire ce qui me semble juste. Et quand bien même je ris de l'illégalité et de ses conséquences, déjà il est vrai que ça crée une chape de plomb, à laquelle je me suis habitué, que je dénonce, mais qui n'en pèse pas moins. Et surtout, en fait, au bout de 8 ans, j'ai envie de gueuler, pour avoir de bonnes conditions de travail, ou du moins, pour pouvoir dénoncer l'amoralité totale de ce que nous impose ce putain de système. Rien ne nous oblige à nous y conformer. On est quand même quelques-uns à l'avoir fait. Oh surprise, ça marche! Et c'est là que la vidéo commence à partir dans une direction où je vais peut-être pas me faire des copains, à la veille qui plus est d'un potentiel départ de plusieurs mois. Mais encore une fois, j'ai trop voulu être libre pour me retrouver à me censurer tout seul. Et je ne pense pas que c'est ce que vous voudriez non plus. C'est pas juste mon métier, c'est la société entière qui part dans cette direction, sans plus de boussole morale, juste le profit à un rythme effréné. C'est pas récent, mais bordel que ça s'accélère. Quoi? C'est tout? Ah non, je vous l'ai dit, c'est que le début, c'est après que ça va piquer. Comme je le disais un peu tout à l'heure, ce qui est légal n'est pas nécessairement juste. Ce qui est juste n'est souvent pas légal. Ça paraît bateau, ça l'est, ça devrait être un prérequis, mais plus aujourd'hui. Car par le légal, on cherche à nous imposer une vision du juste, sans plus nous laisser de libre arbitre, précisément parce que ce légal tient désormais moins de la loi, au sens juridique, que de la loi du marché, pure et simple. Et ces abus de langage orwellien, cette violence faite au vocabulaire autant qu'à la pensée, les monstres libéraux qui nous dirigent, et leurs braves chiens de garde médiatiques qui de fait se cynisent de plus en plus, au sens grec premier du terme, ils deviennent des chiens, puisqu'ils ne parlent plus, mais éructent et aboient, ou à l'inverse lèchent gentiment la papate milliardaire qui les nourrit. Bref, tout cela en abuse sciemment pour banaliser l'ignominie de leur projet de société, et ce de plus en plus.
Et je ne le supporte plus. Et une bonne partie d'entre vous non plus. Et aucun d'entre vous ne devrait le tolérer. Et tous les intellectuels, tous les médiateurs, tous les relais de culture, d'information, de savoir, s'il leur reste un tant soit peu d'intégrité, d'éthique, d'honnêteté intellectuelle, de dignité même, devraient le dénoncer avec véhémence et alarme, car l'heure est grave. Elle est à l'ultralibéralisme et à la montée du fascisme. Point. Et c'est en ça que j'ai réfléchi, que je voulais aussi vous parler aujourd'hui. Si certes cette vidéo peut servir déjà à parler de l'état de santé mentale probable des collègues et de la difficulté croissante de nos conditions de travail, tant mieux. Mais j'aimerais tirer autre chose de ce discours. Et je n'aurais pas pu partir en mettant juste mon état d'épuisement sur mon travail. Le gros du problème est ailleurs. Vous savez, quand j'ai commencé les vidéos, j'étais complètement ignorant, historiquement, politiquement, etc. Penser pouvoir parler d'histoire comme ça, sorti de nulle part, était d'une grande arrogance et d'une grande prétention. J'ai même failli appeler la chaîne Hérodote, c'est dire. Et puis fort heureusement, le travail d'étude a fait son œuvre et j'ai commencé à prendre 2-3 douches d'humilité, réapprenant depuis chaque jour un peu plus le bon vieux principe grec du enoida oti oudenoida. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Plus on apprend, moins on sait. On prend conscience de l'étendue de son ignorance. Et ça fait du bien. Beaucoup. Et de même donc que mon travail historique s'est amélioré, et que je suis devenu quelqu'un de meilleur, de plus humble et de moins arrogant, ce qui n'était autrefois qu'une façade pour masquer mes fragilités, c'est ma conscience politique aussi qui a changé avec tout ça. Notamment aussi grâce à une femme formidable, la personne la plus admirable que j'ai croisée, droite, juste, déterminée, courageuse, profondément humaniste et amoureuse de ce qui rend l'existence belle, joyeuse, mais surtout partagée. Bref, une personne incroyable qui m'a accompagné dans cette maïeutique. Et si je dis maïeutique, c'est précisément parce que, comme un accouchement, ça passe aussi par des phases douloureuses, la prise de conscience. Avant ça, j'étais passionné d'histoire, dans laquelle je m'évadais du monde, et je disais en riant que j'étais un nanar de droite, l'absurdité politique totale, et que je préférais l'histoire à la politique parce qu'il était plus facile d'attendre que la politique d'un jour devienne l'histoire d'hier. On va y revenir plus loin avec une certaine ironie, vous verrez. Et que donc, on pouvait parler d'histoire sans parler politique, et que l'histoire n'était pas politique. C'est pourquoi je comprends parfaitement et intimement celles et ceux qui me disent qu'on n'est pas là pour parler politique, mais pour parler d'histoire. J'étais pareil, pour les mêmes raisons. Mais justement, si vous m'accordez le crédit que vous m'accordez aujourd'hui, après 8 ans d'un travail rigoureux et éthique, écoutez-moi, s'il vous plaît, rien n'est plus faux. Déjà, l'histoire n'est pas écrite, elle est tout le temps en mouvement, et de ce fait, elle est absolument politique. L'usage qu'on en fait, notamment par sa transmission, est terriblement politique. On ne peut pas le nier. Déjà, cela supposerait que ceux qui l'écrivent et l'étudient sont politiquement neutres, et pas affectés du tout par la société dans laquelle ils vivent. Ce qui est absurde, et juste impossible. Eastoney le disait très bien à l'époque avec cette phrase qui m'a marqué, et qu'il fallait entendre dans son sens physique, la science physique. Dans un train en mouvement, on ne peut pas rester neutre. On bouge aussi. Un discours est forcément ancré culturellement, socialement, et donc politiquement. Politique, ça veut juste dire de la cité, donc bien de la société dans laquelle on vit. Bon, soit, me direz-vous. On a bien le droit de s'évader dans l'histoire sans avoir envie d'entendre parler de politique. Absolument, je suis éminemment d'accord avec vous. C'est souvent ce que j'y recherche aussi, et encore aujourd'hui, le long du Jourdain, au fond des steppes, sur le plateau anatolien ou près des récifs caribéens. Donc, à la rigueur, ok, allons-y. Laissons dire que l'histoire n'est pas politique. Laissons ce discours s'imposer. Que se passe-t-il le jour où quelqu'un cherche, de manière pernicieuse et sans le signifier clairement, à véhiculer son idéologie politique en parlant d'histoire? L'histoire n'est pas politique, on l'a décidé ensemble. Cette personne, et son discours avec, sont dès lors neutres. Qu'ils vous disent que les chambres à gaz n'ont jamais existé ou que les purges staliniennes sont de la propagande occidentale capitaliste, dès lors que cette personne est neutre, elle est intouchable, elle a raison, et tout va bien. Oui, mais on n'est pas con non plus. Je suis d'accord avec vous, sur des sujets aussi connus que ceux-là, non, effectivement, ça va. Mais sur tant d'autres, que l'on maîtrise moins, eh bien, si l'on est curieux, on va assez logiquement s'informer quelque part. Et si l'on ne sait pas qu'il y a un biais en face, eh bien on bouffe de l'idéologie politique, en pensant être dans de la neutralité, de la gentille histoire qui ne fait de mal à personne. La neutralité, l'extrême centre, est dès lors un danger monstrueux pour la société. Et je suis pas le premier à le dire, c'est politiquement théorisé depuis longtemps, et pas que par des vilains gauchistes armés jusqu'aux dents. Desmond Tutu, archevêque sud-africain ayant passé sa vie à lutter pacifiquement contre l'apartheid, ce qui lui valut un prix Nobel de la paix, le disait encore mieux et en d'autres termes plus virulents encore. Si tu es neutre en situation d'oppression, alors tu as choisi le camp de l'oppresseur. Puis si vous voulez remonter plus loin, c'était déjà plus ou moins dans la Bible, Apocalypse, chapitre 3, verset 16. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est pas moi qui le dis. C'est lui. Donc déjà, la neutralité, non, ça n'existe pas. C'est une impossibilité physique et morale, sociale, et c'est un mensonge que de l'affirmer. Et surtout une bonne excuse pour un paquet de connards peu scrupuleux.
Non pas, très loin de là, que j'accuse ceux parmi vous qui se disent neutres. Je vous crois très sincère, je vous sais très sincère. Mais je vous le dis, c'est un mythe par lequel je suis passé aussi, et que j'ai eu du mal à abandonner. Et pas un mythe qui fait du bien en plus. Non, le danger vient des autres neutres, qui savent éhontément qu'ils mentent, ou qui refusent de regarder la réalité en face, et qui brandissent cette neutralité comme un sésame, comme une défausse. Et généralement, des os pas des os, cette neutralité, c'est un masque qui cache la droite et l'extrême droite. Après, rassurez-vous, à mes yeux, une bonne partie de la gauche est aussi de droite. Oui, je suis quoi? Gonflé et orienté? Déjà oui, bien sûr, je viens de dire que la neutralité c'était un mythe, donc oui, je suis nécessairement orienté. Mais pourquoi? Politiquement, je me retrouve aujourd'hui, et depuis des années, dans l'extrême gauche, et d'une suffisamment radicale pour que mon discours ne soit pas toujours audible pour une bonne part de celle-ci. En d'autres temps, moins mou, moins de droite, moins neutre, j'aurais juste été de gauche. J'ai pas voulu rejoindre l'extrême gauche, je m'en fous, j'ai juste reconnu les valeurs qui m'animaient, c'est tout. Et j'ai eu du mal à y aller, au début je ne voulais pas, encore une fois, mais depuis que j'y suis, ça me fait du bien aussi, beaucoup. Mais pourtant, je disais tout à l'heure que j'ai commencé un art de droite. Oui, mais entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étudié l'histoire, avec rigueur et humilité, et j'en suis venu à ce qu'on considère aujourd'hui comme l'extrême gauche. N'en déplaise, D'ailleurs, si je puis me permettre, si on vous demande de citer un triumvirat de vulga historique de qualité, de détail, de précision, de travail acharné et désintéressé, vous avez de fortes chances, et je dis pas ça pour me vanter, c'est en vous lisant que j'ai découvert ça. Vous avez de fortes chances de citer Eastony, Sur-le-Champ et moi. 3 bons gros gauchos, quoi. Maintenant, je vous en prie, citez-moi l'équivalent à l'extrême droite, ou même à droite, ou même à gauche. Vous savez pourquoi vous trouvez pas? L'honnêteté intellectuelle et la transparence. Sans parler des travaux de mes 2 merveilleux collègues, quand je vous parle de Lénine, qui est pourtant plutôt de mon bord politique, on ne peut pas dire le contraire, je tiens aussi à vous montrer un monstre sans cœur qui a fait beaucoup de mal à son peuple, et qui s'en vantait. Quand je vous parle des croisades, j'admire autant que je fustige cette expédition incroyable et les hommes qui l'ont faite, mais aussi ceux dont ils ont envahi les terres, et je suis fasciné par la diversité et la complexité culturelle, religieuse et ethnique qui en a découlé, m'efforçant dès lors à lutter contre sa simplification en un simple manichéisme réducteur et civilisationnel entre l'islam et le christianisme, comme s'il n'existait aucune porosité entre eux. Quand je vous parle des Mongols, je fustige droite et gauche pour les avoir essentialisés, chacun à leur manière, la première avec un esprit colonialiste, car aussi la deuxième, la gauche, on y reviendra, et la deuxième parce qu'elle a voulu y voir une utopie anticapitaliste. Et je cherche à vous montrer ce que c'était plus probablement, qui n'est de fait pas tellement une société de gauchos, centralisée, hiérarchisée à mort, avec des règles ultra strictes, etc. Quand je vous parle d'Ungern, personnage mystique, fascinant, et perdu au milieu du XXe siècle, je rappelle aussi le boucher sanguinaire et antisémite qu'il a été, modèle pour Hitler. Et quel que soit le sujet, il y a toujours quelqu'un pour venir râler dans les commentaires parce que j'ai abordé son sujet de prédilection, à droite ou à gauche, mais en n'allant pas que dans son sens. De même pour mes 2 collègues préférés. Et je pense que c'est ça que vous aimez chez nous. Cependant, loin, très loin de moi l'idée de vous embrigader à l'extrême gauche, on s'en fout. Surtout pas même d'ailleurs, évitez-vous ça, c'est aussi un bon gros milieu d'emmerdeurs, de beaux parleurs, etc. Enfin bon, je savais pas moi que j'étais d'extrême gauche, avant qu'on me le dise, pour moi j'étais juste moi. Et c'est dans ce bord politique que j'ai trouvé un écho, c'est tout. Ce que je veux dire, ce à quoi je veux vous inviter, abonnés ou collègues, c'est à chercher à être honnête intellectuellement, à être droit, à être juste, à contester la légalité des choses si le résultat ne vous semble pas juste. Geoffroy de Laganerie le dit très bien, on a un sens profond et aigu de ce qu'est l'action juste. Il faut simplement l'écouter. Typiquement, l'époque est en telle déréliction politique que, face au silence et à l'inaction d'une bonne partie de la gauche bien molle et bien colonialiste, mais comme me le rappelle la personne formidable que j'évoquais tout à l'heure, cette gauche, elle s'est aussi construite sur ce racisme et ce colonialisme au XIXe siècle, précisément parce qu'elle était ancrée socialement, en Europe. Bref, cette même gauche-là qui justement se permettait d'essentialiser les nomades comme de bons sauvages, sans chercher à les comprendre ou à les considérer comme des égaux, eh bien face à ce silence, on en devient content d'entendre par exemple De Villepin rappeler ce qui devrait être des bases, ni de gauche ni de droite. Le reste du spectre politique, à 2-3 exceptions près, est si silencieux et consensuel qu'on en viendrait à le prendre pour un camarade. Mais ne nous y trompons pas, ce n'en est pas un. Et j'ai failli faire cette erreur-là moi-même, j'étais là, je suis content de l'entendre. Non, il n'y a pas de quoi. Faute de grive, on n'est pas obligé de manger des merles. Donc voilà, qu'importe les étiquettes, mais soyez droit, soyez juste, soyez bon, soyez altruiste, cherchez des gens qui seraient dans la même optique et faites ensemble le bien autour de vous, contestez, débattez avec vos proches, bougez, réfutez, syndiquez-vous, faites grève, manifestez, encartez-vous, mobilisez-vous, occupez des lieux, rejoignez le Black Bloc si vous voulez. Vous pourrez vous planter, bien évidemment, mais au moins vous aurez la conscience tranquille d'avoir cherché à agir. Et je vous assure que ça fait du bien.
L'inaction, et je parle d'expérience, l'inaction pèse bien plus que l'engagement. Comme dirait Chateaubriand, il faut dépenser le mépris avec une grande économie à cause du grand nombre de nécessiteux. Et il y en a plus que jamais, dès qui mériteraient votre mépris, votre colère, votre dédain, votre dégoût, légitime et authentique. Il y en a partout. Des malhonnêtes, des manipulateurs, des faussaires, des hypocrites, des égoïstes, des profiteurs. La société actuelle les valorise même. Dans une heure où un libéralisme effréné invite à sa table, comme il l'a toujours fait, un fascisme de plus en plus grandissant, en faisant la norme, nous devons lutter contre ça, le fascisme, autant que ceux qui en banalisent la présence dans la société. Ce n'est pas pour rien qu'on scande « Siamo tutti antifascisti ». Nous avons chacun un rôle politique, qui est un droit comme un devoir, et qui pèsera toujours moins, dès lors qu'on sera plus nombreux à le faire. Je vous assure, l'engagement n'est pas forcément quelque chose de douloureux, de pesant ou d'expiatoire. On n'est pas obligé de faire dans la martyrologie judéo-chrétienne. C'est une grande, profonde et franche respiration. C'est un bien qu'on se fait à l'âme. Et là, je parle aux collègues notamment, nous avons, en tant qu'intellectuels, médiateurs, transmetteurs de savoir, de culture, particulièrement d'histoire je trouve, que l'on viole indéniablement en ce moment dans la société et pour lui faire des enfants monstrueux, eh bien nous avons une responsabilité peut-être encore plus grande que ça. Lors de la réforme des retraites, je fustigeais le silence des artistes. Aujourd'hui, je fustige le silence des intellectuels, à une heure où le discours médiatique et politique se fait de plus en plus orwellien dans l'actualité nationale ou internationale. Des militants écolos font sauter 5 mètres carrés de pelouse dans un golf pour alerter sur l'absurdité d'arroser ces merdes pour 3 richoux alors qu'on manque d'eau. Écoterrorisme. Le plus gros syndicat agricole de France qui pourrit nos sols et nos santé déverse des tonnes et des tonnes de fumier dans des préfectures. Ah, il faut comprendre leur colère. Des manifestations pacifiques se font pour demander un juste cessez-le-feu à Gaza. Elles sont interdites, car susceptibles d'abriter des éléments terroristes et dangereux. Des fascistes organisent des expéditions punitives, armées, dans des cités, avec des listes de personnes, leurs adresses, leurs contacts. La presse parle de manifestations de militants d'ultra-droite. On s'est fait arracher les yeux et les mains dans des manifestations sans nombre depuis des années. Toute la presse s'en battait plus ou moins les noix. Un seul fasciste s'est fait relativement éclater la gueule à Romans-sur-Isère la semaine dernière. Oh, mon Dieu, il est hospitalisé, c'est un enfer, etc. Qu'est-ce que c'est que ce deux poids deux mesures ? Un tag apparaît sur un mur de l'hôpital Bichat à Paris affichant un drapeau palestinien mentionnant « Fuck antisémitisme, fuck apartheid, free Palestine ». Les macronistes, et la presse avec, nous soutiennent que ça veut dire ici « Fuck les gens qui sont contre l'antisémitisme, moi je l'assume ». Des croix gammées sont taguées dans Paris, suite aux fameuses expéditions punitives d'extrême droite dans les cités. France Info dit que d'après une source policière, il ne faut pas y voir un acte antisémite, mais un hommage et un soutien aux fameux militants d'ultra-droite en question. Une croix gammée qui ne serait donc pas antisémite. De Villepin dénonce la domination financière sur les milieux de la culture et de la presse, qui force les artistes au silence, ce qui n'est pas une nouvelle. BFM l'accuse d'avoir parlé de domination juive sur ces milieux, ce qu'il n'a aucunement dit. On se demande d'ailleurs qui des deux associe les juifs à la finance du coup, et qui fait monter l'antisémitisme en banalisant ce genre d'association. Et face à tout ça, peu de réactions des intellectuels qui, plus que les autres, auraient dû mettre le holà dès les premiers signes de ça, il y a des années déjà, et particulièrement les historiens. Prenons des exemples historiques, pour parler de ce que je connais. Prenez la guerre du Vietnam, et ses atrocités, dans les deux camps, qui aboutit à la juste éviction des Français, des Japonais, puis des États-Unis, du pays, selon le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est inscrit dans la charte de l'ONU. Pour l'immense majorité, c'est juste, c'est normal, et les États-Unis n'ont clairement pas le beau rôle dans l'affaire, d'autant plus qu'ils ont aussi ravagé le Cambodge et le Laos, alors neutres dans cette guerre, c'est peut-être le seul bon usage de ce terme d'ailleurs, bref, parce que les Nord-Vietnamiens y transitaient pour passer au sud. Les États-Unis ont donc largué sur ces pays, et surtout sur le seul Laos, et ses 2,6 millions d'habitants à l'époque, plus de 2 millions de tonnes de bombes, autant que ce qu'ils avaient largué sur l'Europe et l'Asie entière pendant la Seconde Guerre mondiale. D'autre part, prenez Nelson Mandela. Initialement pas des plus extrêmes dans ses méthodes, se radicalisant au fur et à mesure de sa lutte contre l'apartheid, en venant à prôner la lutte armée et le sabotage pour mettre fin à celui-ci, en Afrique du Sud, il fut jugé comme terroriste par les Afrikaners, et passa 27 ans en prison pour cela, 27 ans, j'en ai 28, avant d'être libéré, de présider son pays, désormais libéré aussi, et de devenir, plus encore qu'un prix Nobel, un symbole de paix et de juste combat à l'international. Voilà. Le Vietnam, Mandela, les choses ont bien fini parce que c'était juste. On est d'accord. Mais dans ce cas, pourquoi considérer différemment de la lutte vietnamienne la lutte palestinienne depuis 1948 et l'invasion ou les bombardements que réalise l'armée d'Israël au Liban par exemple, neutre aussi, et ce malgré les protestations de l'ONU et de la communauté internationale?
Et pas que depuis le 7 octobre, hein. Que je sache, l'armée israélienne a envahi le sud du pays en 1982, et pas dans la dentelle. Sans que je cherche nullement à nuancer ce que ça peut susciter de crimes de guerre, de viols et d'atrocités dans les deux sens, c'est évident, au Vietnam comme en Palestine, comme partout. D'ailleurs, ne vous étonnez pas de me voir prendre position pour la Palestine. Certes, je n'y suis pas venu de moi-même, on est venu me chercher pour ça, et ça me faisait peur au début, mais je ne regrette pas. Déjà parce que ça reste l'une des plus grandes injustices non réglées du XXe siècle, je le dis. Ensuite, elle est au cœur de la région que je connais le mieux historiquement, des premières églises aux Ottomans, en passant par les Byzantins, les Seldjoukides, les Étalatins d'Orient, les Ayyoubides, les Mongols et les Mamelouks. Elle m'est donc chère, et qui plus est, comme un curieux indice, la première mention connue de cette région sous ce nom était en grec, Palaistinai, chez Hérodote, le père de l'histoire. Histoire qui doit d'ailleurs son nom à son livre, Historiae, les enquêtes, pas les récits, hein, c'est pas fini, il appelle ça les enquêtes, parce que précisément, on ne sait pas forcément ce qu'on va y trouver, et que c'est toujours en mouvement. Et il est amusant d'ailleurs que le terme Palaistinai soit proche de Palaistikos, qui concerne la lutte, les lutteurs. Bref, de même, savez-vous seulement qui est Georges Abdallah? Quand j'ai écrit ce texte, je ne pensais pas que Blast sortirait 20 minutes de vidéo sur lui entre-temps, ce qui m'a d'ailleurs sur le coup mis un peu le mort, parce que je me suis dit, bah voilà, on va encore me dire que j'attends, on va dire que Blast sorte une vidéo pour moi-même en parler, mais non, hein, je prévoyais de le faire avant, et tant mieux, si Blast a sorti 20 minutes de vidéo, c'est très très bonne chose et une très bonne avancée pour cette lutte. Bref, marxiste libanais d'origine chrétienne, il s'engage aux côtés de la lutte palestinienne, et d'autant plus lorsque précisément son pays est envahi par l'armée israélienne en 1982. Il part ensuite en Europe, avec les fractions armées révolutionnaires libanaises qu'il a contribué à créer, pour y commettre des exécutions ciblées, tuant ainsi un membre de la CIA et un du Mossad au début des années 80 à Paris. Ça choque aujourd'hui, je comprends bien, mais je rappelle qu'à l'époque, tous, Israéliens, Palestiniens, révolutionnaires européens de droite et de gauche, et même des partis bien en place, comme le service d'ordre du RPR, le SAC, qui fit abattre un juge qui enquêtait sur ses financements, ou dont un membre buta un gamin de 7 ans à coups de tisonnier et de couteau. Bref, tous commettaient des attentats et des atrocités en tous sens, blessant ou tuant sans vergogne des civils. Pas les FARL, pas les fractions armées révolutionnaires libanaises, pas Abdallah. Ils ont des cibles liées à leur lutte, ils les abattent, mais ils refusent de tuer ou blesser des innocents, quand nul ne s'en prive à l'époque. Bref, il finit par être pris en octobre 1984, et puisque précisément l'ère est aux attentats meurtriers, on lui fout sur le dos les attentats iraniens à Paris de 85-86, qui eux tapent salement dans les civils, traumatisant Paris. Bref, on lui fout ça sur le dos, disant qu'il pilote toujours les FARL depuis sa prison, alors même qu'on sait déjà que ce ne sont pas les FARL, et encore moins lui. Je précise que j'ai passé 1 an à étudier le dossier, avec le sérieux que vous me connaissez, à lire tout ce que je pouvais trouver, à charge contre lui ou pour sa défense, allant même jusqu'à racheter des vieux stocks de journaux de l'époque pour étudier le sujet dans le moindre détail que je pouvais trouver. Donc, je ne parle pas à la légère de ce sujet, pour lequel je milite avec la campagne unitaire pour sa libération. Non, j'en parle toujours avec la même rigueur méthodologique. Si ça vous intéresse, quand je reviendrai, je pourrais vous faire une longue vidéo là-dessus. C'est une affaire incroyable, scandaleuse et ignominieuse. En attendant, pour faire court et vous donner un vague aperçu, tout est inique de son procès à sa captivité, et je ne vous cite mais que quelques exemples. L'un de ses avocats travaillait en fait pour la DST, ce qui aurait dû faire réviser son procès. Non. Les vrais responsables des attentats iraniens tombent quelques semaines après son procès, alors qu'on sait déjà que ça n'est pas lui. Révise-t-on son procès? Non. Il est libérable selon le droit français depuis 1999, et la justice y a souvent été favorable. A-t-il été libéré? Non. Wikileaks a même révélé qu'en 2012, alors que la justice avait validé sa libération, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius a reçu un mail de son homologue états-unienne Hillary Clinton disant qu'il fallait trouver à tout prix un moyen de le maintenir en prison malgré la décision de justice. Et c'est loin d'être tout, hein. Il est ainsi toujours en prison, en France, depuis 39 ans, en ce moment à Lannemezan, dans les Pyrénées, pour avoir participé à l'organisation de 2 exécutions ciblées. On n'a même pas pu prouver qu'il avait tué lui-même. Il suffirait que le ministre de l'Intérieur signe son avis d'expulsion vers le Liban, puisqu'il ne cherche même pas à rester en France, ne représentant donc aucune menace pour celle-ci qui justifierait sa détention, mais non, parce qu'il faudrait aussi, pour qu'on le libère, qu'il renie son combat, ses moyens de lutte, et qu'il renie la lutte palestinienne. Et il s'y refuse. C'est le plus vieux prisonnier politique d'Europe. 39 ans, 12 ans de plus que Mandela. Tous 2 ont été initialement désignés comme terroristes, mais l'un, libéré, est devenu un résistant, un héros. L'autre demeure terroriste. Résistant et terroriste sont des termes politiques, orientés, pas neutres. Combattant serait un terme neutre, si jamais il en existait un. Mais libre à vous, puisque la neutralité n'existe pas, encore une fois,
de vous demander si sa cause était juste ou non, et de l'appeler résistant ou terroriste. Et je me doute bien que vous n'êtes pas forcément à l'aise en me voyant évoquer la situation de cet homme, et que vous vous demandez pourquoi je le fais d'ailleurs, mais parce que ça m'a fait réfléchir à ce qu'est l'histoire. Car c'est ça qui fait le deux poids deux mesures entre Mandela et lui, l'histoire, parce qu'il y a ce qui s'est passé, donc sur lequel il est facile de se prononcer après la bataille, et l'actualité politique, beaucoup plus risquée à aborder, et qui demande un engagement. Quand une part de la gauche française défendait Mandela encore emprisonné, on accusait cette gauche de faire l'apologie du terrorisme. Voilà. Pourtant aujourd'hui tout le monde dira oui, prix Nobel de la paix. Eh bien je défends Georges Abdallah, et je demande sa libération, avec la campagne unitaire pour sa libération. Et on en revient à ces foutues questions de vocabulaire, résistant, terroriste, légal, juste, et bien sûr le duo du moment antisioniste, antisémite. Pourquoi critiquer les actions du gouvernement israélien serait nécessairement antisémite? Était-il anti-protestant, anti-chrétien à tout le moins, de critiquer ce que faisaient les États-Unis au Vietnam, ou en Corée, ou en Afghanistan, ou en Irak? Que je sache, leur président prête serment sur la Bible avant d'entrer en fonction. Leur devise est « In God we trust ». Bref, ce qui est antisioniste, qui donc, pour faire simple, s'oppose au projet colonial israélien, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Très jolie formule qui efface d'un très joli chiasme tout le peuple palestinien. Bref, ce qui est antisioniste n'est pas nécessairement antisémite. Bien sûr que ça peut, bien sûr qu'il y en a, mais on ne peut pas associer systématiquement les deux. Quand en 2019, une loi les associant fut votée en France, une tribune de 150 intellectuels juifs parut le lendemain pour dire précisément qu'on ne pouvait rien faire de pire pour faire monter l'antisémitisme. Et le drame du projet sioniste, qui était terriblement légitime dans sa volonté de protéger le peuple juif suite aux horreurs sans comparaison qu'il avait connues en Europe pendant la guerre, et même après, certains pogroms ayant encore lieu en 1946, ou comme les purges anti-juives staliniennes. Bref, le drame, outre pour les Palestiniens, est qu'effectivement, s'étant mis en place depuis plus de 75 ans, et même bien avant, de très nombreux Israéliens sont nés sur cette terre et n'ont pas d'autre nationalité, comme les poulains des États latins d'Orient, qui étaient nés sur place et n'avaient pas d'autre foyer. D'ailleurs, quand les Palestiniens virent arriver les premiers sionistes, ils les comparèrent aux croisés, des Occidentaux, ayant un très vieux lien religieux avec la région, venus reprendre Jérusalem, sûrs de leur légitimité à le faire. Que dirions-nous si les Turcs d'aujourd'hui, sous prétexte d'une filiation absolument pas ethnique depuis des siècles, mais politique, partaient reconquérir l'Asie centrale ou l'actuelle Mongolie, sous prétexte que les premiers empires turcs s'y trouvaient, notamment dans la fameuse vallée impériale de l'Orkhon? Bon, eux, ils sont plutôt dans le trip inverse, on a toujours été en Anatolie, on n'a jamais quitté l'Anatolie, etc. Mais imaginez, ce serait le pire des scandales. D'autant plus d'ailleurs qu'ils sont majoritairement musulmans, ce qu'on ne pardonne pas souvent aujourd'hui. Bref, le problème israélo-palestinien paraît dès lors insoluble, mais il ne l'est pas. Et il ne se résoudra, je pense, et on me le rappelle, que par une lutte unissant ces deux peuples. En attendant, l'Occident d'une part, par sa culpabilité légitime et écrasante et monstrueuse, et d'autre part, par sa prétention sans égale à décider des frontières de régions qu'elle ne connaît pas et dans lesquelles elle n'a aucune légitimité à faire ingérence, a créé une fois de plus un incroyable réservoir à tragédie humaine. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, regardez le traitement qu'on en fait en France. Imaginons, vous n'êtes ni particulièrement pour les uns, ni pour les autres, vous ne connaissez pas ce sujet, vous n'êtes pas forcément formé là-dessus, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous pouvez, et on vous y encourage, condamner le Hamas, qui n'est pas, je le rappelle, une autorité palestinienne suprême ou absolue, Il n'y a pas le Hamas en Cisjordanie, par exemple, qui s'en prend pourtant plein la gueule aussi. On ne vous demande pas, bien sûr, de condamner la Palestine, de criminaliser le peuple palestinien dans son ensemble. On vous demande de condamner le Hamas. Mais vous aimeriez pouvoir aussi critiquer l'action du gouvernement israélien, comme vous le feriez du gouvernement d'un autre pays. Comment le faire? De quelle manière pour ne pas être taxé d'antisémitisme? C'est super dur, voire impossible. Pourtant, on fait bien la distinction entre les Palestiniens et le Hamas. C'est donc bien qu'on peut dissocier le gouvernement israélien de la population israélienne, déjà, et à plus forte raison encore, du peuple juif dans son ensemble. Bref, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir en histoire, tout y est toujours plus ou moins orienté, mais il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir poser une question légitime, ingénue peut-être. Et pourquoi? De peur d'être traité de monstre. Le mot antisioniste fait peur, et il ne devrait pas. Tenez, je le dis, je le revendique, je ne suis pas allé à la marche contre l'antisémitisme où devaient être présents le Rassemblement National et Reconquête, l'un fondé par un SS et des négationnistes, et l'autre par quelqu'un condamné pour avoir affirmé que Pétain avait sauvé les Juifs, sans oublier ses incitations à la haine. Je n'y suis pas allé parce qu'il ne faut pas marcher avec l'extrême droite, parce qu'il ne faut pas la banaliser, il ne faut pas lui donner un visage humain, il ne faut pas l'admettre dans l'arc républicain, jamais. L'extrême droite, c'est comme les vampires des origines dans la littérature, Il faut surtout pas les inviter à rentrer chez vous, dès lors ils y sont tout puissants.
Bref, je n'y suis pas allé, et je déplore toujours profondément que la gauche et l'extrême gauche n'aient pas organisé leur propre marche, c'est un scandale, quand je vous disais que j'aimais pas toujours mon camp, mais il y avait quelques jours avant une commémoration du pogrom de novembre, plus connue sous le terme euphémisé de Nuit de cristal, commémoration où cette année une partie de la CGT invita à y venir pour lutter contre l'antisémitisme et toute forme de racisme. J'y suis donc allé. Or, que s'y est-il passé ? Une femme, représentante d'une association pour la reconnaissance de tous les génocides, fut invitée à prendre la parole pour parler de la terrible situation arménienne actuelle face aux attaques de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabagh. Tous, bien sûr, écoutèrent avec respect. On m'avait reproché d'ailleurs, quand j'ai fait mon poste de soutien à la Palestine, de n'avoir pas parlé des Arméniens face aux villes azéris musulmans. Alors, je suis là effectivement pour parler des musulmans palestiniens, déjà désolé, mais ils ne le sont pas tous, mais pour les chrétiens arméniens face aux musulmans azéris, alors là, plus personne. En même temps, excusez-moi, mais c'est comme dans mon boulot, ce serait débile de m'accuser de ne pas aborder tous les sujets historiques. Or donc cette femme, qu'a-t-elle rappelé ? Que 70% des armes importées par l'Azerbaïdjan pour cette guerre contre l'Arménie lui sont vendues par Israël. Toute la foule fut gênée. Et encore, elle n'a pas parlé des violences faites aux chrétiens arméniens en Cisjordanie par l'extrême droite israélienne et ses colons, car c'est ça qu'il faut retenir. Le gouvernement d'Israël n'est pas avant tout juif, c'est avant tout un gouvernement d'extrême droite. Et celle-ci, qu'elle soit laïque, chrétienne, musulmane, juive, doit être combattue. Et l'indifférence et la neutralité sont son meilleur terreau. Lisez ou relisez Inconnu à cette adresse. Pire encore, c'est précisément la volonté acharnée de ce gouvernement d'associer de gré ou de force toute personne juive à l'État d'Israël et toute critique à son égard comme antisémite qui met grandement aujourd'hui en danger les juifs à travers le monde. Et on n'imagine même pas le déchirement que cela peut représenter pour les juifs antisionistes, dont j'ai rencontré certains membres de Tzedek ou de l'Union juive pour la paix par exemple, qui se retrouvent rejetés par une grande part de leur communauté qui leur nie même leur judaïté. Mais de quel droit ? Je peux me faire défoncer pour avoir dit tout ça. Je le sais. Avant, j'en avais peur. Je savais qu'il faudrait le faire, que ce serait juste, mais j'avais peur. Mais depuis mon explosion en vol, qui n'en est pas une, qui n'est donc pas un burn-out, plutôt un éveil à moi-même et une prise de conscience de la légitimité que j'ai appelée d'histoire, de l'affirmation de ma propre valeur, notamment par le miroir que vous m'avez renvoyé, et je vous en remercie infiniment, je n'ai plus peur. Et c'est un soulagement infini. Et de toute façon, je n'aurais pas eu l'esprit tranquille de partir à l'heure qu'on vit, en disant juste que oh, le problème c'est le boulot, je suis fatigué. Non. Certes, je suis épuisé, physiquement et mentalement, par le boulot, mais pas que par le boulot. Et il faut dire les choses. Je l'ai dit et je le répète, je n'ai pas tout fait pour être libre dans ma vie pour me censurer ensuite. Et je n'ai peur ni d'être convoqué au commissariat comme d'autres militants l'ont été, ni de voir disparaître cette vidéo, ni vos dons, ni la chaîne, ni même ceux parmi vous que j'aurais pu choquer. Je puis faire sans tout ça, je puis faire d'autres choses de ma vie, je rebondirai toujours, j'ai d'autres passions pas encore explorées, j'abandonnerai jamais l'histoire, j'aime trop ça. Mais je ne me renierai pas. Et surtout, si une seule personne est convaincue parmi vous par cette vidéo, non nécessairement par le fait de s'engager pour la Palestine, ou Abdallah, ou les Arméniens, ou les Juifs antisionistes, etc., mais juste déjà de ne plus rester neutre, d'être humaniste, altruiste, droit, bon, intègre, et d'agir surtout, de faire entendre sa voix, bref, de lutter pour ce qui est juste, quelle que soit la forme de lutte, cela fait plus de sens que tout ce que j'ai pu faire en 8 ans, et que vous avez apprécié, et salué, et respecté. J'essaye, même s'il est évident que je me plante aussi, et pas moins qu'un autre, parfois même peut-être beaucoup plus que d'autres, j'essaye d'être quelqu'un de bien, surtout dans un monde qui va de plus en plus mal, et puisque cela vous plaît, soyons-le ensemble. Car vous savez d'où ça me vient en plus tout ça, au fond ? Eh bien notamment de notre culture, que j'aime tant. J'aurais pu citer des références du monde entier pour éviter le côté cocorico, mais en même temps ça fait profondément partie de la culture française. Je veux dire qu'il s'agisse d'Astier, jouant Arthur et disant que la chevalerie c'est que si vous tombez sur 3 mecs qui tapent sur un seul, vous êtes toujours du côté de celui qui est tout seul, peu importe ce qu'il a fait. De l'abbé Pierre disant que celui qui se dit pour la paix avec bonne conscience et sans rien faire a au regard de Dieu plus de sang sur ses mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris les armes pour sortir de son désespoir, ou encore et peut-être surtout de Rostand et d'Hugo que je vais citer tour à tour tous les deux parce que j'ai pas pu choisir pour finir, et que ces tirades sont ma ligne de conduite depuis bientôt 10-15 ans. Que dites-vous ? C'est inutile, je le sais, mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non. Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela ? Vous êtes 1000. Ah, je vous reconnais, tous mes vieux ennemis. Le mensonge, tiens. Les compromis, les préjugés, les lâchetés, que je pactise. Jamais.
Ah te voilà, toi, la sottise. Je sais bien qu'à la fin vous me mettrez à bas. N'importe, je me bats, je me bats, je me bats. Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose. Arrachez, il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est mon panache. L'autre m'est plus chère encore, et je la connais par cœur. Je l'ai bossée mais des heures durant au conservatoire pour passer des concours, et elle résume ma plus intime conviction. Pas de compromission, quel qu'en soit le prix à payer. C'est la tirade que Don César, ancien aristocrate paillard et ruiné, devenu le dernier des miséreux, entouré, comment dire, de la plus vile canaille, habitué à tous les crimes et larcins, etc., répond à son cousin Don Salluste, toujours bien en cours, qui lui propose de lui rendre fortune et titre s'il l'aide à faire tomber la reine par un procédé ignoble. Le propos m'intéresse plus dans ce qu'il dit d'une posture morale générale que dans ce cas particulier, surtout que je n'aime pas voir la femme réduite à une petite chose fragile et volage, elle qui est bien souvent largement plus forte et résiliente que nous, mais ne tronquons pas Victor Hugo. Ne m'en dites pas plus. Halte là, sur mon âme, mon cousin, en ceci voilà mon sentiment. Celui qui bassement et tortueusement se venge, ayant le droit de porter une lame, noble par une intrigue, homme sur une femme, et qui, né gentilhomme, agit en alguazil, celui-là, fut-il grand de Castille, fut-il suivi de 100 clairons sonnant des tintamarres, fut-il tout harnaché d'ordres et de chamarres, et marquis, et vicomte, et fils des anciens preux, n'est pour moi qu'un maraud, sinistre et ténébreux, que je voudrais pour prix de sa lâcheté vile, voir pendre à 4 clous au gibet de la ville. Cousin, n'ajoutez pas un mot, c'est outrageant. Gardez votre secret et gardez votre argent. Oh, je comprends qu'on vole et qu'on tue et qu'on pille, que par une nuit noire on force une bastille d'assaut, la hache au poing avec 100 flibustiers, qu'on égorge estaffiers, geôliers et guichetiers, tous taillant et hurlant, en bandits que nous sommes, œil pour œil, dent pour dent. C'est bien, homme contre homme. Mais doucement détruire une femme, et creuser sous ses pieds une trappe, et contre elle abuser qui sait de son humeur peut-être hasardeuse, prendre ce pauvre oiseau dans quelque gluideuse. Oh, plutôt qu'arriver jusqu'à ce déshonneur, plutôt qu'être à ce prix un riche et haut seigneur, et je le dis ici pour Dieu qui voit mon âme, j'aimerais mieux, plutôt qu'être à ce point infâme, vil, odieux, pervers, misérable et flétri, qu'un chien rongeât mon crâne au pied du pilori. Cousin, de vos bienfaits, je n'aurai nulle envie, tant que je trouverai, vivant ma libre vie, aux fontaines de l'eau, dans les champs le grand air, à la ville un voleur qui m'habille l'hiver, dans mon âme l'oubli des prospérités mortes, et devant vos palais, monsieur, de larges portes, où je puis à midi, sans souci du réveil, dormir la tête à l'ombre et les pieds au soleil. Adieu donc, de nous deux Dieu sait quel est le juste. Avec les gens de cour, vos pareils dont Salluste je vous laisse, et je reste avec mes chenapans. Je vis avec les loups, non avec les serpents.